donc bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau meet-up astrophysique. Donc cette fois dédié au voyage dans le temps, un meet-up qui était attendu assez impatiemment par certaines personnes. Donc voilà, c'est le jour, donc je vais vous présenter tout ça. Donc merci. Pour vous faire une petite introduction d'abord un petit disclaimer, donc parce que c'est un sujet qui est quand même assez large, avec plein d'idées reçues, de théories, de la fiction aussi. Donc juste pour cadrer un petit peu les choses, pendant ce meet-up, je vais vous parler pas mal de physique. Je vais vous parler donc de voyage dans le temps et d'effets temporels, mais je dirais de manière assez pragmatique. C'est-à-dire, je vais m'arrêter surtout à des théories, notamment la théorie de la relativité, qui ont été vraiment démontrées et qui ont aussi un impact sur notre vie de tous les jours. Et je ne parlerai pas de, par exemple, la théorie tout ce qui est la physique quantique ou d'autres théories, par exemple de théorie des cordes qui essaye d'aller un peu plus loin que la relativité générale, mais qui reste encore du domaine parfois de la supposition. Je vais rester surtout axé sur la relativité qui, elle, a vraiment été démontrée et a un impact, je vous en parlerai, sur notre vie quotidienne. Parce que si vous posez la question, oui, les voyages dans le temps, c'est pas forcément juste de la science-fiction, je vais vous expliquer tout ça. Donc, tout d'abord, je vais vous parler je vous dis de relativité. Donc, on va commencer par... en fait, ce meet-up, je vais vous présenter en deux grandes parties, puisque vous savez, je vais vous parler donc de relativité. Donc, d'abord, en fait, la relativité restreinte, puis la relativité générale dans un deuxième temps, chacune avec ses applications et ses spécificités. Et donc, pour commencer, nous allons parler de Newton. Oui, je sais, vous attendez pas forcément à lui, mais comme on va quand même parler pas mal de physique, on va devoir poser les bases. Et donc, on va commencer avec notre cher Isaac Newton. Donc Isaac Newton, que vous connaissez tous, je suppose. Donc notre histoire en fait avec lui commence à Londres, puisque en 1687, ce cher Isaac va publier son ouvrage majeur, donc nommé Les principes mathématiques de la physique naturelle. Clic. Merci. Donc que vous voyez ici. Donc c'est l'ouvrage majeur de Newton, du moins en ce qui concerne la physique et les corps, puisque dans cet ouvrage, Newton va tout simplement nous présenter ses travaux sur la physique du mouvement et notamment ses fameuses lois ainsi que la loi universelle de la gravitation. Sur tout ce que Newton nous apporte là-dedans, en fait, ici, on va retenir trois choses. Les lois du mouvement, donc ça, vous les avez très probablement vues au lycée en physique. Il y en a trois. Si vous avez fait S, du moins. Sinon, ce sont des lois relativement, notamment la première relativement classique, tous les mouvements. Pardon. C'est notamment avec le concept de référentiel galiléen. Si vous êtes immobile ou en mouvement rectiligne uniforme, s'il n'y a aucune force qui s'applique sur vous, il n'y a rien qui change. D'où notamment la notion de référentiel galiléen. C'est aussi ce qu'on appelle le principe d'inertie. Il sera très important pour la suite, donc gardez cette notion de référentiel galiléen dans un coin de la tête. Le deuxième point qu'on va voir très vite, c'est l'addition des vitesses, que je vais vous montrer juste après, et la loi de la gravitation, donc ça que vous devez connaître. Plus des objets sont massifs et proches, et plus ils s'attirent. Pour l'addition des vitesses, pour un petit rappel, je vous ai juste fait la petite animation pour qu'on soit bien sûr de ce dont on parle, ça va être très important. Si j'ai une fusée qui va à Mach 2, deux fois la vitesse du son, qui lance un boulet à Mach 1, si elle le lance vers l'avant, le boulet ira à Mach 2 plus 1, et si elle le lance vers l'arrière, eh bien, le boulet ira à Mach 2 moins 1. C'est une illustration très simple de l'addition des vitesses, et je vous le précise parce que c'est un élément qui va être fondamental pour la suite. Donc ça aussi, gardez-le bien dans un coin de la tête. Nous continuons notre périple sur les physiciens avec Maxwell, donc James Clerk Maxwell. Oui, peut-être que vous l'attendiez pas et que vous le connaissez un peu moins, celui-là. Donc cette fois, on est toujours à Londres en 1864. Et donc ce cher Maxwell, lui, il travaille sur en fait l'électrodynamique. Donc il a fait lui aussi un article très important, Dynamical Theory of the Electromagnetic Field, puisque c'est vraiment son sujet de prédilection et c'est vraiment une sommité. Il a vraiment en fait posé les bases de l'électrodynamique dans le domaine physique. Alors vous allez me dire, c'est quoi le lien avec le Schmidblick ? En fait, tout est noté dans cette phrase où il dit en substance que la lumière et le magnétisme, donc l'électromagnétisme, c'est des phénomènes de même nature et la lumière est une perturbation électromagnétique se propageant dans l'espace suivant les lois de l'électromagnétisme.
dit autrement, la lumière en fait est une onde électromagnétique. Ça aussi, si vous avez fait S au lycée, on vous l'a dit. Donc surtout, le truc qui nous importe, c'est que étant une onde, et elle n'est pas perturbée par le milieu, donc elle ne sera pas, elle ne suivra pas la loi sur l'addition des vitesses de Newton que l'on a vu juste avant. Ce qui pose du coup un petit problème, parce que la lumière, comment elle se comporte, on ne sait pas, du coup on comprend pas trop. C'était à ce moment-là qu'arrive enfin Einstein. Hop, petit clic pour sa photo, pour la chère Albert, qui donc arrive lui au début du XXe siècle. Donc c'est à ce moment où le principe de la relativité, on se pose beaucoup de questions. Donc grâce aux travaux notamment de Maxwell, lui, il va poser en 1905, donc dans le journal Annalen der Physik, un article, lui aussi très important, qui s'appelle De l'électrodynamique des corps en mouvement. Je vous passe le nom en allemand parce que mon allemand est nul. Voilà. Et cet article est très célèbre parce qu'il pose en fait les postulats de la relativité restreinte qu'on vous a affichés à l'écran. Le premier, donc, les lois de la physique ont la même forme dans tous les référentiels galiléens. Donc c'est ce qu'on appelle le principe de relativité. Donc on repose le principe des référentiels galiléens, et surtout derrière, et ça va être là c'est aussi un élément très important pour la suite, c'est que la relativité implique que si vous êtes des observateurs dans deux référentiels différents, en fait vous allez observer des choses différentes quand on va vous présenter une même expérience ou un même événement. Et c'est là-dessus qu'on va complètement se baser pour nos expériences à nous. Et la deuxième, qui résout en fait le problème que l'on a avant, c'est que la vitesse de la lumière a la même valeur dans tous les référentiels, indépendamment de la vitesse de la source. Et donc elle est indépendante notamment de la vitesse de la source, donc elle ne suit pas la deuxième loi de Newton, ce qui va être aussi très important pour la suite. Donc un des points, quand Einstein pose sa relativité restreinte et commence à en parler, pour illustrer, il fait des expériences de pensée. Et notamment, il fait des expériences de pensée avec des trains. Donc c'est pour ça que si vous voyez notre caméra, je vous ai fait une petite installation en train Lego que l'on va utiliser pour refaire ces expériences de pensée-là. Donc pour cela, on va avoir besoin de notre chemin. On va avoir besoin de deux observateurs. Donc je vous présente à la caméra Alice, qui va être notre premier cobaye d'expérience. Coucou Alice, si tu nous vois en vrai à distance. Et le deuxième cobaye, qui est à la manœuvre en tant que technicien aussi, c'est Loïc, que je vous présente. Bonjour Loïc, vas-y, tu peux cliquer. Donc voilà, ça va être nos deux cobayes d'expérience. Et ensuite, alors que vous voyez peut-être derrière l'écran, nous allons avoir donc besoin d'un train qui est ici. Et donc nous allons faire nos expériences là-dessus. Donc la première expérience va se présenter comme ceci. Je vais l'installer. Oups. Je démonte en plus le chemin, il ne faut pas trop le faire. Donc j'ai Alice dans ma main. Elle va être l'observateur à l'intérieur du train. Donc je la place à l'intérieur du train. Donc elle sera dans le référentiel galiléen du train. Pour elle, comme elle sera dans un train qui va circuler donc en fait de manière rectiligne uniforme, ce sera surtout dans la ligne droite qu'on va faire les expériences. En fait, elle sera comme si elle était dans la pièce actuellement, elle sera dans quelque chose qui sera immobile pour elle. Je mets dans le train avec Alice cette brique qui va représenter en fait un petit appareil émetteur de lumière. Le principe de cet appareil, donc, qui va être au milieu du train, donc au milieu de la voiture dans laquelle est Alice, c'est que cet appareil va émettre régulièrement de la lumière vers l'avant et vers l'arrière du train. Et les rayons lumineux, en fait, vont aller percuter les parois de la voiture vers l'avant et vers l'arrière. Nous mettons donc le train en place, qu'il va falloir accrocher. Voilà. Donc Alice est dans le train et tout est prêt. Loïc est notre deuxième observateur. Lui, il est sur le quai de la gare. Donc ce qui va se passer, c'est que Loïc va voir passer le train devant lui. Et donc, il va aussi observer ce qui se passe. Donc, dans cette expérience, on considère que Alice et Loïc peuvent voir, et nous aussi, les rayons lumineux sur leur chemin, que Loïc peut voir quand même aussi ce qui se passe à travers les fenêtres du train. Donc, il va voir l'appareil d'Alice fonctionner. Et l'autre point qui est très important, c'est que pour que cette expérience ait une certaine valeur, le train, en fait, dans l'expérience de pensée d'Einstein, va à une vitesse proche de la vitesse de la lumière.
Donc notre train, pour le coup, ce train Lego, je le connais depuis 30 ans, il est vaillant, mais bon, il va un peu moins vite quand même, mais on va considérer qu'il va à une vitesse proche de la vitesse de la lumière. Donc maintenant que tout est prêt, nous lançons notre train. Donc notre petit train circule, donc on estime à une vitesse proche de la vitesse de la lumière, et donc l'appareil d'Alice fonctionne à l'intérieur et envoie des rayons lumineux régulièrement vers l'avant et vers l'arrière. Sur les lignes droites, donc, comme vous pouvez le voir, il est en mouvement rectiligne uniforme, donc référentiel galiléen. Hop, on a un petit problème d'aiguillage, on règle. Et donc, on observe ce qui se passe. Donc, Alice va observer à l'intérieur du train ce qui se passe de son point de vue, et Loïc va faire la même chose depuis le quai de la gare. Donc, j'ai fait des petites animations, donc je vais arrêter le train parce qu'il fait un petit peu de bruit chez nous. Voilà. Et passons en fait aux animations. Reclique s'il te plaît, Loïc. Voilà. Donc sur cette slide, je vous ai représenté donc le train est dans les deux situations. En haut, je vais le faire une fois. Vous avez donc le train. Ah non. On a un petit problème. Voilà, c'est reparti. Donc en haut, nous avons le train avec Alice à l'intérieur. Donc la partie du haut de la salle représente le point de vue d'Alice. Dessous, nous avons Loïc, que j'ai mis donc de dos, qui regarde la voie, qui est un peu cachée, mais ce n'est pas très grave, et qui va regarder passer le train devant lui. Donc, comme vous pouvez le voir, en haut, donc, le train avance et l'appareil fonctionne, et les rayons lumineux sont envoyés dans la voiture vers l'avant et vers l'arrière. Et comme on a placé l'appareil au milieu de la voiture, les rayons frappent les parois en même temps. Ce qui se passe chez Loïc, c'est ça. Alors, je vais vous le repasser plusieurs fois pour que vous regardiez bien, pour que vous puissiez bien voir, pardon. Mais comme vous pouvez le constater, en fait, lorsque le train avance, les rayons lumineux en fait partent, mais sont dissymétriques. Je vous refais passer l'animation une fois. Parce que quand vous voyez, en fait, quand les rayons sont émis, en fait, le rayon vers l'avant fait la course avec le train, tandis que le rayon vers l'arrière voit la paroi arrière du train venir vers lui. C'est ce que j'ai représenté ici, sous forme d'image statique. Donc vous voyez, du point de vue d'Alice, en fait, comme elle est, dans un train, et en fait, pour elle, c'est comme dans la pièce actuellement, tout est immobile, les rayons lumineux partent du milieu du train et vont frapper les parois en même temps. Par contre, du point de vue de Loïc, il se passe ce décalage. Et c'est dû au fait que, déjà, ils ne sont pas dans le même référentiel, donc ils n'observent pas la même chose. Et rappelez-vous le postulat d'Einstein, la lumière, en fait, sa vitesse est indépendante de la vitesse de la source. Donc, du point de vue de Loïc, en fait, la lumière part d'un point de l'espace et on le voit en fait avec la flèche en bas. En fait, quand le rayon est émis vers l'avant, il fait la course avec le train pour rattraper la paroi avant de la voiture. À l'inverse, le rayon émis vers l'arrière est beaucoup plus court parce que la paroi de la voiture arrive vers lui. C'est ce principe que donnait Einstein. Donc, là, on n'a pas addition des vitesses pour la lumière. Du coup, ça nous donne déjà un premier point intéressant. Puisqu'en effet, si vous regardez bien, dans le cas d'Alice, les deux rayons lumineux frappent les parois en même temps, et c'est plus le cas dans le cas de Loïc. Donc en fait, déjà, on est en train de remarquer que, en fonction de notre référentiel et de la manière dont on observe un événement, on a déjà la simultanéité des événements qui est brisée. C'est-à-dire que suivant votre point de vue, les événements qui peuvent apparaître simultanés pour un observateur donné ne le sont plus pour un autre dans un autre référentiel. Donc c'est déjà un premier point intéressant. Nous allons continuer nos expériences de pensée avec une deuxième expérience avec des trains. Donc nous prenons toujours Alice et Loïc. Donc je replace mon train à la position de départ. Cette fois-ci, tu peux cliquer encore une fois, l'appareil que nous allons utiliser va être légèrement différent. Donc je laisse l'appareil à l'intérieur du train. Cette fois-ci, l'appareil lumineux que l'on met dans le train avec Alice, pareil, va toujours envoyer des rayons lumineux régulièrement. Sauf que cette fois, il va les envoyer du sol vers le plafond, ça va rebondir vers le plafond et revenir au sol. Et ceci de manière régulière. Tu peux appuyer. Encore une fois. Et donc, nous allons avoir en fait ce fonctionnement-ci où le rayon lumineux en fait, va faire des allers-retours de haut en bas régulièrement. On peut dire par exemple toutes les secondes. Donc, en fait, cet appareil va fonctionner comme une horloge lumineuse qui va compter les secondes au fur et à mesure que le temps passe. Cette fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, moi je prends cette brique-là, qui va représenter en fait le même appareil que l'on va mettre à côté de Loïc cette fois.
donc sur le quai de la gare à côté de lui. C'est exactement le même appareil qui fonctionne de la même façon et surtout, comme vous pouvez le voir peut-être à l'écran aussi, ils sont synchronisés. C'est-à-dire que les deux horloges fonctionnent exactement pareil et sont réglées de manière totalement synchrone, elles pulsent en même temps. Donc ce que nous faisons, nous installons tout ça et nous allons donc refaire fonctionner notre train. Donc pas de souci, tout fonctionne pareillement. Nous allons encore avoir Alice à l'intérieur du train qui va observer ce qui se passe dedans. Donc toujours pareil, un référentiel fixe pour elle. Et Loïc, quand le train passe devant lui, eh bien, il va voir ce qui se passe avec un train qui avance sur un autre référentiel en mouvement rectiligne uniforme. Donc nous passons à la slide suivante pour vous montrer ça sous forme d'animation. Donc même chose, vous avez en haut, je vais reprendre la main, nous avons en haut toujours le point de vue d'Alice à l'intérieur du train, en bas celui de Loïc sur le quai. Et maintenant, il se passe ceci. Donc, du point de vue d'Alice, nous avons notre rayon lumineux qui fait ses allers-retours de haut en bas. Très bien. Et si vous remarquez, du côté de Loïc, comme tout à l'heure, le rayon lumineux, lorsqu'il est émis, comme notre train va toujours très très vite par rapport à la vitesse de la lumière, il fait toujours la course avec le train. Sauf que cette fois-ci, notre rayon lumineux, il fait toujours ses allers-retours de haut en bas. Donc, ça donne en fait cette trajectoire en triangle que Loïc va voir passer de son point de vue. Et c'est là qu'on a un paradoxe. Je vous ai dit que les appareils, donc cet appareil que Alice a dans le train, c'est une horloge. Donc elle compte le temps. Donc on a dit, il fait environ un aller-retour toutes les secondes. Le truc, c'est qu'en haut, elle fait un aller-retour haut en bas en 1 seconde. Et du point de vue de Loïc, elle fait un aller-retour, mais en triangle, toujours en 1 seconde, puisque c'est toujours le même appareil et qu'Alice n'a pas changé le réglage. D'où un paradoxe. Comment, en fait, notre rayon lumineux, comme il a toujours une vitesse constante, on rappelle, deuxième postulat de notre cher Einstein, comment, en fait, on peut avoir ces deux situations-là où en haut, la lumière fait un chemin assez court, et en bas, elle fait un chemin beaucoup plus long, dans le même temps et avec la même vitesse. La réponse à ce paradoxe que nous donne Einstein, avec la relativité restreinte, c'est qu'en fait, la seconde d'Alice n'est plus tout à fait la même. Alors elle, si elle a une montre à la main, elle verra toujours les secondes ticker normalement et le temps s'écouler normalement. Mais en fait, quand elle est en mouvement, le temps pour le train ralentit. C'est ce qu'on appelle la dilatation temporelle due à la relativité restreinte. En fait, plus vous allez vite dans l'espace, plus l'écoulement du temps va ralentir pour vous. Et c'est ça qui explique le paradoxe. C'est qu'en fait, Alice voit toujours le rayon lumineux faire ses pulsations de haut en bas en 1 seconde, mais sa seconde est devenue beaucoup plus lente que celle de Loïc. Et la preuve de ça, si on passe à la slide suivante, c'est que lorsque le train s'arrête, je l'ai arrêté devant la gare, et que l'on compare les horloges d'Alice et de Loïc, à partir de maintenant, elles sont désynchronisées. Et si on compare en fait le temps qui s'est écoulé, celle d'Alice est en retard par rapport à celle de Loïc. Et donc, c'est l'effet de la dilatation temporelle due en fait à la relativité. Mais du coup, si le temps d'Alice, si l'horloge d'Alice est en retard, et si on la laisse circuler dans le train suffisamment longtemps, ça signifie que du côté de Loïc, le temps passe beaucoup plus vite. Donc si Alice regarde par la fenêtre, en fait, elle va voir le temps qui se passe dans le paysage passer beaucoup plus vite. Par exemple, le soleil se coucher très vite et se relever très très vite, comme quand vous faites l'option passer le temps dans un jeu vidéo. Mais du coup, ça signifie qu'en faisant cela, quand Alice descend du train, elle a voyagé dans le futur. Je vois que Loïc à côté de moi est un petit peu perplexe. Je le réexplique. En fait, ce qu'Einstein nous explique avec la relativité, c'est lorsque vous vous déplacez dans l'espace, en fait, vous vous déplacez moins vite dans le temps. Donc, plus vous allez vite dans l'espace, donc pour ça, quand je prends un train qui va très vite, quasiment à la vitesse de la lumière, plus vous allez vite dans l'espace, moins vous allez vite dans le temps. Donc, c'est pas que vous voyez les secondes se ralentir, c'est que votre seconde, en fait, de manière absolue, est plus lente que les secondes à l'extérieur de votre train. De ce fait, si vous prenez en fait un train pendant très longtemps, le temps passant moins vite qu'à l'extérieur, en fait, vous faites un bond dans le temps, vous faites un bond dans le futur. Donc c'est cool parce qu'en fait, on vient de découvrir notre première façon de voyager dans le temps. Alors deux petites choses cependant. Premièrement, vous ne pouvez voyager que dans le futur avec cette façon-là. Puisque l'un des autres éléments qu'Einstein nous dit, c'est que la lumière, sa vitesse, c'est un absolu. Donc si vous prenez toujours notre expérience de pensée et que vous la tirez jusqu'au bout, c'est-à-dire que vous faites aller le train carrément à la vitesse de la lumière,
notre rayon lumineux, il va complètement s'horizontaliser parce qu'en faisant la course avec le train, il ne le rattrapera jamais et il s'arrêtera. Donc en fait, le temps carrément pour Alice s'arrêtera. Donc, pour elle, elle n'aura pas l'impression, mais ça veut dire qu'elle fera un bond dans le futur extrêmement rapide. Mais elle ne pourra pas aller plus loin, c'est-à-dire on ne peut pas espérer retourner dans le passé avec cette technique. Mais bon, c'est quand même génial, on peut se dire, on peut voyager dans le futur. Donc on va tester d'exploiter ça. Mais c'est là que vont revenir quelques problèmes pratiques. Donc, nous prenons comme exemple toujours Alice et Loïc. Donc cette fois, je les ai équipés d'un scaphandre d'astronaute, puisque pour aller vite comme ça, il faut quand même une fusée spatiale. Donc ils vont aller dans l'espace, mais alors je vais considérer juste Alice et Loïc et leur scaphandre. Donc je vais considérer tous les deux tout seuls que ça va faire environ 200 kg. Petit clic. Oui, parce que les combinaisons spatiales, elles sont quand même très grosses. Donc voilà. Pour que vous fassiez un bond dans le futur quand même suffisamment conséquent, on va estimer que je vais essayer de vous envoyer à 95% de la vitesse de la lumière. Et donc pour cela, il nous faut une certaine quantité d'énergie. Et donc la formule que vous voyez apparaître, vous l'attendiez peut-être beaucoup, c'est la fameuse formule d'Einstein, E égale mc2, c'est la formule d'équivalence masse-énergie. Elle vous permet de calculer pour une masse donnée et une vitesse donnée l'énergie en fait qui correspond. Alors il faut savoir que cette formule-là, que vous voyez, que vous connaissez tous, je pense, en fait c'est pas la vraie formule. Et pendant tout ce temps, on vous a menti. La vraie formule, c'est celle-là. Voilà, c'est de suite beaucoup plus moche. En fait, ce qui se passe, c'est que si vous voyez le terme moche avec une racine carrée et une fraction, en fait, si vous prenez V et C à peu près égales, donc quand vous allez quasiment à la vitesse de la lumière, en fait, tout ce terme à droite devient égal à devient très différent de 1. Si V est très petit, en fait, tout ce qui est à droite vaut 1, donc on fait l'approximation, mais quand V devient comparable à la vitesse de la lumière, vous ne pouvez plus ignorer ce terme. Donc c'est pour ça que E égale mc2, oui c'est vrai dans la vie de tous les jours, parce qu'en voiture, à pied ou à vélo, voilà, vous allez très lentement par rapport à la vitesse de la lumière. Dans notre expérience, on ne peut pas. Donc il faut utiliser cette formule pour calculer l'énergie pour envoyer Alice et Loïc dans le futur. Donc j'ai fait le calcul pour vous, et ça donne beaucoup. Donc comme je suppose que cette quantité ne correspondra à personne, j'ai fait une petite comparaison. C'est l'équivalent de 830 réacteurs nucléaires qui tournent à fond pendant 1 an. Juste pour Alice et Loïc et leur combinaison spatiale, c'est-à-dire ils font 200 kg, et rien que pour ça, il faut 830 réacteurs nucléaires qui tournent à fond pendant 1 an pour 95% de la vitesse de la lumière. Alors pour information, des réacteurs nucléaires, à date, il y en a 444 qui tournent dans le monde. Donc c'est 2 fois la production nucléaire mondiale pendant 1 an juste pour eux deux. Et tout seul, j'ai pris qui faisait 200 kg. Ma voiture, c'est une petite voiture, elle fait 1 tonne. Un Rafale, l'avion de chasse, c'est 10. Et la navette spatiale, on faisait 70 tonnes. Je vous laisse multiplier, imaginez l'énergie qu'il faut pour envoyer une navette spatiale dans le futur. Donc comment vous dire, non, on n'y arrivera pas, parce que les quantités d'énergie à déployer sont juste dingues pour arriver à utiliser cette méthode. Mais bon, c'est pas grave. Comme je vous le disais au début, Einstein a fait 2 parties à sa théorie de la relativité restreinte et la relativité générale. Donc, nous allons passer à cette deuxième partie. Donc, nous allons maintenant parler de relativité générale. Nous allons voir ce qu'elle peut nous apporter, puisqu'on cherche toujours à voyager dans le temps. Donc, si on reprend nos points précédents, donc notre cher Einstein, il nous a, avec la relativité restreinte, nous a déjà permis de racoler quelques points de ce que Newton nous avait dit avant. Notamment, puisque donc on avait un problème, Newton et l'électromagnétisme de Maxwell n'étaient pas raccord, et Einstein, en fait, a permis de résoudre les contradictions, donc notamment sur les lois du mouvement, sur l'addition des vitesses. Donc on l'a vu en disant que la vitesse de lumière, en fait, était unique, quelle que soit la vitesse à source. Cependant, il reste encore, avec la relativité restreinte, la loi de la gravitation qu'on n'arrive pas encore à recoller à tout le reste. C'est pour ça qu'Einstein, en fait, a, au bout de 10 ans, en fait, complété sa théorie et qui est devenue la théorie de la relativité générale, qui a permis d'expliquer, en fait, le principe de la gravitation que Newton nous avait donné, où, en fait, il y a une notion d'espace-temps et les masses déforment l'espace-temps et c'est ce qui provoque la gravitation. Alors, pour nos expériences de voyage dans le temps, donc comme la relativité générale est quand même beaucoup plus complexe, je m'arrêterai à 2 notions qui vont être utiles pour nos expériences. La première, c'est la notion de spectateur privilégié, et la deuxième, ça va être la notion de principe d'équivalence. Donc la notion de spectateur privilégié,
c'est assez, on peut l'avoir, ça va être assez simple. C'est Alice et Loïc qui sont enfin c'est surtout Alice en fait qui est notre spectateur privilégié. On voit déjà la vidéo, c'est un peu moche parce que j'avais une une petite animation en dessous. Vas-y. Et il la met tout de suite. Bon. Donc on va peut-être pas pouvoir voir les animations que j'avais au-dessus. En fait, ce que je voulais vous montrer, tu peux mettre la vidéo, lance-la. En fait, je vais faire avec. Le principe de c'est qu'un équivalent, c'est que tout comme le... Alors, on va couper le son ici. Voilà. Ce qui se passe, en fait, c'est que donc, là, vous pouvez le voir avec Thomas Pesquet. En fait, si on le prenait lui ou Alice et qu'on les mettait dans une cage d'ascenseur que l'on jette, en fait, tout se mettrait à côté de sa chute. C'est une balle, par exemple, en plastique, qui flottait à l'intérieur de la cage. Donc, en fait, cette situation, c'est la même que lorsque vous êtes totalement à distance de l'espace. Il n'y a aucune gravitation qui vous affecte. Tout flotte et vous n'êtes attiré. En fait, c'est exactement ce que l'on voit avec Thomas Pesquet dans l'ISS. Puisque là, on peut se dire, bah, oui, il est dans l'espace, l'ISS, et bah, oui, il n'y a aucune gravité qui s'applique à lui, il flotte, etc. Alors, en fait, pas du tout. Ce qui se passe, c'est que comme il est en orbite, il est en chute libre. Mais l'orbite, en fait, c'est une chute libre permanente. Vous allez tellement vite que le sol se dérobe sous vos pieds avec la courbure de la Terre avant que vous ayez le temps de tomber. Donc, en fait, Thomas Pesquet est en chute libre. Mais comme vous pouvez le voir en direct, aucun repère extérieur, etc. Et même nous, avec la caméra, on peut dire, on peut dire que le vaisseau est très loin de gravité. Donc, en fait, Thomas Pesquet est ce qu'on appelle un observateur privilégié, c'est-à-dire qu'il peut faire les observations de cette situation un petit peu floue, où en fait, une situation de chute libre, c'est la même chose. Et en fait, on a aussi ce qu'on appelle le principe d'équivalence, c'est-à-dire que les deux situations, la chute libre et être très loin de l'espace sans gravitation, dans les deux cas, on observe la même chose, comme on peut le voir à l'écran. Donc c'est là-dessus qu'on va jouer. Donc on va essayer de passer à la suivante. Mais voilà, il faut la... Donc c'est le petit problème de la présentation, on doit quitter la slide pour la remettre. Donc c'est la slide, voilà, celle-ci. À partir de diapositive actuelle. Dans le bandeau qui s'ouvre. Voilà. On peut muter d'ailleurs. Donc pour la deuxième partie, vas-y, clac, voilà. Donc je vous parlais d'une cage d'ascenseur en chute libre et qui est équivalent au cas d'un vaisseau spatial qui est très loin. En fait, on peut inverser le problème. Si je pose la cage d'ascenseur avec Alice dedans et qui tient sa balle à la main, si elle lâche la balle, tu peux cliquer, bah, la balle tombe au sol normalement. Donc là, elle le fait plusieurs fois. Mais en fait, cet effet de vous êtes au sol, vous avez la balle qui attire au sol, c'est par principe d'équivalence, c'est exactement le même que si elle était dans une fusée en accélération constante et qu'elle lâchait aussi la balle. Puisqu'en fait, la gravité, c'est une accélération vers le bas. Donc si vous êtes loin de tout le reste et que votre vaisseau accélère régulièrement, eh bien en fait, votre balle va tomber au sol exactement de la même façon que sur Terre. Pour ceux qui ont lu la BD de Tintin de la Terre à la Lune, c'est exactement la raison pour laquelle les héros, Tintin, le capitaine Haddock, Tournesol, etc., ils marchent sur le sol de la fusée en permanence et sans problème. C'est Tournesol qui l'explique. En fait, la fusée accélère en permanence, donc ça les colle au sol et donc ils marchent comme s'ils étaient sur Terre. Mais du coup, ça signifie que, en fait, une accélération, comme vous pouvez le voir à droite, en fait, ça simule la gravité. Puisque ça simule la gravité, par exemple, comme sur Terre. Et donc, c'est ce qui va être très intéressant. Donc, on clique ensuite. Là, on va faire le lien avec les expériences juste avant. Si vous mettez Alice et Loïc toujours dans votre fusée qui accélère, ils ont chacun une lampe torche dans la main et ils vont envoyer un rayon lumineux vers le haut ou vers le bas. Ce qui va se passer, on l'a vu avec la relativité restreinte, en fait, les rayons lumineux, ils vont faire la course avec le vaisseau. Donc tu peux les afficher.
Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc la lumière étant une onde, en fait, elle parcourt l'espace en fait, en faisant une onde, donc de haut en bas. Mais du coup, c'est exactement le même principe que notre deuxième expérience avec le train de tout à l'heure. C'est-à-dire que plus le vaisseau va aller vite et va accélérer, plus l'autre rayon lumineux va faire la course avec lui. Et donc, quand vous allez envoyer un rayon vers l'avant, vers le haut, vers l'avant du vaisseau, en fait, cet effet du rayon qui fait la course va être d'autant plus fort que le vaisseau accélère. Et donc, l'onde de notre lumière va s'accentuer, exactement comme pour le train de tout à l'heure. Et c'est représenté en rouge parce que pour un rayon lumineux, quand vous augmentez en fait cette oscillation, donc sa longueur d'onde, en fait, en termes de couleur, en fait, vous vous décalez vers le rouge. Et donc c'est pour ça que lorsque Loïc va tirer son rayon vers le haut de la fusée, comme la fusée accélère vers le haut, le rayon lumineux fait la course avec la fusée à l'intérieur et donc sa longueur d'onde va augmenter et il va y avoir un décalage vers le rouge. Alice va avoir une lumière plus rouge. À l'inverse, si Alice tire un rayon de lumière vers le bas, comme il y a l'effet inverse qui se produit, en fait, il va y avoir un décalage vers le bleu. Et donc ça, c'est un effet intéressant, c'est le décalage vers le rouge gravitationnel que nous donne la relativité générale. Mais et du coup, ce que l'on avait vu, c'est que cet effet dans la relativité restreinte, en fait, ça nous permet, c'est un effet aussi de dilatation temporelle, puisque c'est ce qu'on a vu avec le train. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que ce que nous dit la relativité générale, c'est qu'en fait, quand vous êtes soumis à un champ gravitationnel, donc une forme d'accélération, en fait, il se passe exactement la même chose que pendant la relativité restreinte, c'est-à-dire que plus vous vous trouvez proche d'un champ gravitationnel important, plus le temps se dilate. Alors si ça parle à certains, de manière très simple, est-ce que tu as vu Interstellar? Oui. C'est exactement ce qui se passe dans Interstellar. Quand ils sont proches du trou noir, en fait, ils atterrissent sur une planète, ils y passent 1 heure, et quand ils redécollent pour rejoindre la station, sur la station, il s'est passé 27 ans. Mais c'est exactement ce principe-là. Comme le trou noir, en fait, a une gravité énorme, en fait, ça provoque un effet de dilatation temporelle gigantesque. Et en fait, l'explication, donc j'ai passé des heures à lire Wikipédia pour cette partie-là. En fait, c'est ce lien entre relativité restreinte et générale qui l'explique. En fait, avec l'accélération, tu l'expliques toujours avec la lumière et sa vitesse fixe. Plus tu as cette force d'accélération, en fait, plus la lumière, tu le vois avec la lumière, en fait, elle a du mal, elle fait ce décalage. Et en fait, ça traduit aussi une dilatation temporelle. De la même manière que dans le train, en fait. C'est le même phénomène qui s'applique. Du coup, pour exploiter, on peut faire comme Interstellar. On peut aller juste trouver un trou noir pour proche et je l'ai animé rapidement, faire exactement comme dans le film. Tu peux cliquer, il suffit de s'approcher d'un trou noir, puis de s'en éloigner et en fait, avec la simple différence de gravité, on aura fait un bond dans le temps. Ça aussi, c'est cool. Alors le truc qui est moins cool, c'est que toujours pareil, on ne peut aller que dans le futur avec cette méthode, parce que c'est basé un peu sur la même physique que tout à l'heure. Et puis l'autre problème, c'est qu'il faut un trou noir, parce que il nous faut quand même une source de gravité suffisamment importante. Et le premier trou noir, du moins le trou noir le plus proche de nous, il est dans la constellation de la Licorne. Il s'appelle la Licorne d'ailleurs. Il a son nom. C'est le compagnon d'une étoile, d'une géante rouge, et il est à 1500 années-lumière de distance. Donc, comment vous dire que certes, c'est beaucoup plus proche que le trou noir du centre de la galaxie qui lui est à plus de 26 000, mais bon, c'est pas la porte à côté non plus, donc ça va être un peu raté aussi pour utiliser cette méthode pour voyager dans le temps. Par contre, un point qui là est très intéressant et qui va être assez rigolo, cet effet relativiste de la gravité, par contre, on en subit les effets tous les jours. Typiquement, là tout de suite, je suis sur une mission, je travaille sur un projet qui s'appelle EGNOS. Donc EGNOS, c'est un projet qui vise à corriger les signaux GPS pour des applications, par exemple, les avions, ils ont besoin d'un signal GPS particulièrement précis pour pouvoir s'orienter, se diriger. Dans les attributions d'EGNOS, il faut corriger les effets relativistes parce que comme les satellites, ils sont en orbite très haut, ils vont très vite, donc ils subissent la relativité restreinte. Et comme ils sont très hauts, ils n'ont pas la même gravité que nous sur Terre, ils subissent les effets de la relativité générale aussi. Et donc en fait, leur horloge intégrée subit un décalage dû à la dilatation temporelle de la relativité. Et donc le projet sur lequel je travaille, un de ces objectifs, pas le mien malheureusement, mais un des objectifs, c'est de corriger ce problème-là. Typiquement,
c'est l'une des choses qui nous impacte au quotidien. Et une dernière parenthèse, ça que j'ai vu ce matin dans un article du Monde. Là, vous savez qu'on va essayer de retourner sur la Lune récemment. Et la Maison Blanche, en fait, a donné mission à la NASA aussi d'établir un temps lunaire universel. Il y a un temps terrestre universel, l'UTC, et sur lequel il y a du décalage horaire, mais on est tous calés. La Maison Blanche a demandé à la NASA de faire la même sur la Lune. Parce que le gros problème de la Lune, c'est que elle est 6 fois moins grosse que la Terre. Donc, il y a 6 fois moins de gravité. Et donc, le temps s'écoule plus vite, puisque la gravité y est moindre. Pas de beaucoup, de 50 microsecondes par an. Donc pour nous, on va pas en subir les effets. Par contre, pour les vaisseaux spatiaux qui ont eux aussi, comme les avions pour EGNOS, besoin d'une super précision sur leurs propres signaux GPS ou autres, ça comptera. Et donc, il va aussi y avoir tout un projet pour établir un temps universel lunaire pour arriver à prendre en compte cet effet de la relativité. Donc voilà. Bonne soirée à tous. Au revoir.